Bonjour tout le monde et re-bienvenue à notre cours de marketing pour cette troisième séance durant laquelle nous allons aborder donc l'analyse de l'environnement. Alors, c'est une continuation et un complément, un grand complément en fin de compte, donc à la première partie qui nous donnait un peu un exemple d'un genre de jeu de domino. Alors, un morceau qui tombe après un autre, donc la planification marketing. Donc, la première grande étape, donc, c'est l'analyse de l'environnement. Alors, avant de pouvoir agir, on doit prendre compte de tous les éléments qui risquent d'affecter donc les décisions qu'aura à prendre l'entreprise. Donc, je présente toujours ça comme une analogie, tout comme un médecin qui doit faire un diagnostic de sa situation avant de pouvoir prescrire la solution, donc les pilules. Votre solution, ce sera évidemment une bonne composition commerciale, pendant que pour le médecin, ben, c'est une prescription pour une pilule. Alors, dans les deux cas, on réfléchit avant d'agir. Alors voilà. Donc, je me permets donc de partager mon écran avec vous. Alors, donnez-moi juste un petit instant. Donc, voici. Et on va mettre ça en mode présentation. Et donc, nous voilà dans notre modèle classique. Donc, on y va. Donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, c'est réviser un petit peu simplement la plan de séance. Donc, un petit rappel pour votre projet de session. Donc, je vous rappelle que le projet de session se décline en deux parties. Vous avez remarqué donc que j'ai créé une vidéo spécifiquement pour vous afin que vous puissiez prendre compte des attentes, évidemment, donc du gabarit donc de la première partie du projet de session. Donc, vous avez maintenant une vidéo sur Zone Cours qui vous explique essentiellement ce que vous devez faire. Vous avez également un document pour accompagner tout ça. Donc, vous devriez être vraiment dans une bonne position après la fin de cette vidéo, d'entamer donc cette première partie de votre projet de session, tout particulièrement donc la première section, si vous voulez, qui est l'analyse situationnelle, donc de déterminer quelles sont les forces, les faiblesses et les opportunités menaces qui affectent donc l'entreprise. Donc, très important d'entamer ce projet maintenant parce que le temps file et vous allez voir que dû à la composition du cours, donc synchrone asynchrone, et le fait que j'arrive seulement donc au mois de décembre pour 5 jours, pour 5, 6 jours, en tout cas pour une semaine, euh, euh, lorsqu'on parlera justement des éléments du mix marketing, il sera déjà un peu tard pour entamer ce processus. Donc, très important de commencer ça. Et la semaine prochaine, donc, lors de la prochaine séance, donc synchrone, je pourrai commencer à répondre à des questions des étudiants. Donc, ce sera une belle occasion pour vous de prendre de l'avance avant ce cours afin que je puisse vous accompagner dans cette première partie. Donc, évidemment, donc, au menu du jour aujourd'hui, principalement les environnements internes et externes. Donc, comme je mentionnais, tous les facteurs internes et contrôlables et externes et incontrôlables que l'entreprise ne peut pas ignorer. Et on finira avec le système d'information marketing qui se compose de données donc secondaires, internes, externes, ainsi que de l'intelligence marketing, la recherche marketing également, c'est essentiellement, ce sont les protocoles ou ce sont les méthodes que nous emploierons pour aller chercher l'information pour nourrir justement donc notre analyse situationnelle. Alors, allons-y. Donc, nous sommes dans cette première phase donc, de l'exploration de la valeur. Donc, on est dans une situation de réflexion pour analyser qu'est-ce qui risque d'affecter nos décisions futures. Et donc, la semaine prochaine, nous étudierons le comportement du consommateur. Alors, pour vous donner un peu une idée de ce qui vous attend dans la suite des planches ici, de la présentation PowerPoint, essentiellement, vous avez une analyse qui commence donc à l'interne de l'entreprise, donc tous les facteurs qui n'affectent que l'entreprise. Donc, l'entreprise, par exemple, que vous avez choisi pour votre projet de session. Alors, on parlera vraiment de facteurs qui sont contrôlables. Alors, si vous faites des choses, si vous prenez de bonnes décisions, donc c'est tout à votre honneur. Si votre entreprise n'est incapable de s'adapter donc à son environnement, généralement, c'est la faute de l'organisation. Et donc, elle aura peut-être à choisir d'autres segments ou encore de réinventer un petit peu sa formule commerciale. Mais on est dans cette première partie
On fait une analyse interne. Alors, c'est un peu de l'introspection, c'est du nombrilisme. Et pour étudier ça, nous allons voir que nous avons un modèle. Donc, nous avons essentiellement un feuillet, une liste avec plusieurs dimensions qui nous permettent d'identifier si un élément est une force ou une faiblesse pour une entreprise. Et on appellera ça la chaîne de valeur. Nous verrons ensuite que nous allons vouloir explorer les facteurs qui sont à l'extérieur de cette entreprise, mais quand même assez près de cette entreprise. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est de regarder des facteurs qui risquent d'affecter pas seulement votre entreprise, mais votre industrie, donc tous les joueurs de l'industrie. Alors, mais on se limite quand même à votre industrie. Donc, si vous fabriquez des vêtements, on analysera juste donc l'industrie de la fabrication de vêtements, la conception, la mode et ainsi de suite. Si vous fabriquez des voitures, donc ce sera juste l'industrie de l'automobile. Et dans ce contexte-là, nous avons un modèle qui a été créé par M. Porter qui s'appelle les 5 forces de Porter. Donc, je fais une petite nuance ici. Je vais vous présenter donc ces éléments, ces 5 forces de Porter, mais je vous invite à relire donc dans le syllabus, dans le plan de cours, lors de certaines années, cette thématique n'est pas inclue dans les lectures ni à l'examen. Mais je vous le présente quand même parce que c'est un élément qui est quand même très important. Et finalement, lorsqu'on va vouloir aller encore plus large, encore plus grand, encore plus loin, on va s'éloigner pour regarder vraiment des facteurs beaucoup plus généraux, mais qui risquent d'affecter pas juste votre industrie, mais peut-être même toutes les industries dans votre pays, nous analyserons ce qu'on appelle, contrairement au micro-environnement, auquel je faisais référence maintenant, on analyse maintenant le macro-environnement. Le macro-environnement qui prend compte de tout genre de facteurs, entre autres politiques, économiques, sociales, qui sont toujours, comme dans le micro-environnement, externe et incontrôlable à l'entreprise, mais qu'elle ne peut pas ignorer. Alors, commençons donc ça comme introduction. Alors, si vous comprenez cette planche ici et tous les éléments, essentiellement, vous comprenez tout ce qui sort, que tout ce qui va sortir ici de notre présentation aujourd'hui. D'accord? Alors, on commence avec la chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur, c'est un modèle qui a été créé essentiellement pour identifier tous les éléments qui risquent d'être une force ou une faiblesse. Et on intègre ces éléments-là, une fois qu'on les a trouvés, dans ce modèle qui s'appelle le modèle de l'analyse situationnelle, FFOM, ou encore en anglais, SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunity, Threats. Alors, on remarque ici déjà que les forces, évidemment, ce sont des caractéristiques qui peuvent qui peuvent aider l'entreprise à atteindre ses objectifs, et les faiblesses, bon, évidemment, vont être le contraire, vont être un frein, justement, à atteindre ses objectifs et à satisfaire les besoins des clients. Nous verrons dans un instant qu'il y a également des opportunités menaces, mais on y viendra dans un instant. Ça va? Donc, pour notre analyse situationnelle, l'objectif de l'exercice ici, c'est d'identifier des forces et des faiblesses, des opportunités menaces, et tout particulièrement d'identifier des opportunités dans le marché, donc des tendances dans le marché qui sont externes et incontrôlables et dont votre entreprise pourrait profiter. Alors, pour les étudiants qui ont visionné ma dernière vidéo, je vous ai mentionné que s'il y avait une forte tendance dans le marché vers une demande pour des produits écologiques et que votre entreprise est en mesure de produire ces genres d'objets ou encore de réduire l'emballage, par exemple, requis pour vendre ces produits, clairement, il y aura un impact positif sur l'entreprise. Dans le cas contraire, lorsque vous avez des menaces qui se présentent sur le marché, par exemple, disons, un facteur économique où les consommateurs subissent les contre-coups de l'inflation et donc leur pouvoir d'achat est réduit, et que votre entreprise vend des produits qui sont très dispendieux, bien entendu, la combinaison de ces facteurs-là a un impact négatif sur l'organisation. On verra bientôt, évidemment plus tard, hein, que ce n'est pas parce que vous prenez compte de cette réalité aujourd'hui, qui est très, très importante, mais ce n'est pas parce que c'est la situation actuelle que vous ne pouvez pas changer certains éléments. Donc, il y a moyen pour vous, évidemment, de peut-être produire des produits peut-être un peu moins chers, de les vendre un peu moins chers ou encore de modifier votre mix commercial pour justement, pour combattre justement ces effets-là, par exemple, de l'inflation et de la réduction du pouvoir d'achat de vos clients. Donc, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple aujourd'hui, un peu plus tard. Ça va? Donc, ça, je vous donne un peu une certaine direction. Alors, quelle est l'utilité de tout ça? Donc,
Ce qui est très important, évidemment, c'est qu'en analysant cet environnement interne, donc on commence avec l'environnement interne, les forces et les faiblesses, il s'agit de comprendre que c'est la contribution de toutes les fonctions de l'entreprise qui vont faire en sorte qu'une entreprise a une proposition de valeur, a une offre distinctive qui va lui donner un avantage concurrentiel. Les fonctions de l'entreprise, comme vous le savez, sont les gens de comptabilité, les gens de finance et ainsi de suite, et bien entendu, les gens de marketing. Donc, on verra comment tous ces éléments-là seront regroupés dans un modèle qui va vous permettre très facilement d'identifier les forces et les faiblesses. Et bien entendu, la mission et la vision d'une entreprise, lorsqu'elle est présente, peut contribuer, donc dans un premier temps, sert à diriger justement quelles devraient être nos forces, mais sert aussi comme un indicateur de performance également aussi. Évidemment, ce que l'on veut, c'est que si on promet à nos clients une certaine vision et mission, et incluant pour nos employés, donc, et toutes les parties prenantes, ben, il est important, évidemment, de regarder est-ce qu'on satisfait justement ces exigences que nous sommes nous-mêmes fixées. D'accord? Si ce n'est pas le cas, ben, c'est une faiblesse. Dans le cas où on le fait, ben, c'est une force. Ça va? Donc, euh, un exemple justement de l'effet d'une analyse situationnelle, pardon, c'est l'exemple de Dove. Alors, Dove est un savon qui se vend un peu partout sur la planète. Je vous donne un exemple ici en Amérique du Nord. Et Dove, donc l'entreprise Unilever, une grande entreprise de produits de consommation de masse, se demandait justement pour quelles raisons l'entreprise souffrait d'une diminution des ventes d'un produit phare pour l'entreprise. Donc, Dove, c'est un produit très bien connu, bien établi, une belle notoriété, mais on remarquait qu'il y avait une diminution des ventes. Alors, ça engage évidemment l'entreprise à faire une analyse du marché pour déterminer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce qu'il y a des facteurs dans le marché qui changent, et ainsi de suite. Donc, on fait une analyse du marché et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les femmes qui consomment ce produit, parce que Dove était à ce moment-là destiné vraiment spécifiquement au marché des femmes, bien qu'aujourd'hui, ils se sont attaqués au segment des hommes également, mais à ce moment-là, c'était les femmes. Les jeunes femmes, tout particulièrement les jeunes femmes de 18 à 25 ans, ne s'identifient plus à la marque, principalement parce que leur mère était trop fortement associée à cette marque. Et les jeunes femmes ne veulent pas consommer les produits de leur mère. Et alors, je ne fais pas de jugement pour ça, mais c'était une réalité que l'entreprise avait identifiée dans le marché en termes des attitudes envers cette marque. Donc, bien entendu, l'objectif, demandez-vous, alors, quel devrait être justement l'objectif ici? Ben, vous comprendrez que si la marque paraît trop vieille, ben, il faut rajeunir cette marque. Ça, ben, la question, c'est comment? Alors, si l'objectif, c'est de rajeunir, ben, après ça, ben, on va se donner des stratégies, des tactiques. Mais l'entreprise est allée plus loin et elle s'est dit, ben, est-ce qu'il y a, ben, justement, quelles actions pourrait-on prendre? Et évidemment, ce qu'on voulait, ce qui était important pour rajeunir une marque, c'est que les clients actuels, potentiels, c'est-à-dire donc de ce produit, donc les jeunes femmes, s'identifient plus fortement à la marque. Alors la question, c'est qu'est-ce qui est important pour ces femmes? Et parmi les nombreuses dimensions que l'entreprise a pu identifier, euh, ils ont focusé, donc ils ont eu un point de mire sur le fait que les jeunes femmes trouvaient frustrante disons, la présentation un peu sans réserve du corps des femmes dans tout genre de publicité, et tout particulièrement une représentation irréaliste de la façon du volet corporel d'une femme. Donc, on présente des femmes avec donc des publicités avec des jeans, des vêtements et quoi que ce soit, puis les femmes ne ressemblent en rien aux sœurs, aux mères, aux tantes, alors vos voisines, tout ça. Alors, ça, c'était un peu frustrant et ça touchait beaucoup les valeurs des femmes. Et alors, Dove a décidé, justement, pour rajeunir la marque, qu'elle va jouer sur ce côté des valeurs et qu'elle va s'identifier à ces valeurs-là, en montrant que Dove est beaucoup plus sensible à ces éléments-là, contrairement à ses compétiteurs, et en espérant que les consommateurs vont transférer ce sentiment envers la marque Dove et éventuellement vers le savon, et de reconnaître donc l'entreprise comme une entreprise qui est beaucoup plus sensible à leurs
à leurs attitudes, à leurs valeurs, et peut-être en ce sens que les gens se disent, ben, finalement, le savon et ce produit-là, ben, je me vois mieux utiliser ce produit maintenant. Alors, je vais arrêter de partager mon écran pour un instant pour vous montrer cette publicité. Donc, elle est intégrée donc, dans votre PowerPoint, mais je voulais juste m'assurer que tout fonctionne bien. Alors, je le fais un petit peu différemment ici. Donc, juste un instant. Je vais partager la même chose. Donc, hop, ok, là, ça va. Donc, on y va pour le partage. Là, ça devrait être. Ah, voilà. Ça va. Donc, je vais le mettre en mode présentation. Je- Voilà. Et donc, j'espère que vous allez l'entendre comme il faut, mais il n'y a pas de parole. Donc, c'est intéressant. Donc, il n'est pas surprenant que notre perception de la beauté soit euh, une distorsion au niveau de notre impression. Donc, et vous voyez que Dove, évidemment, ils ont lancé un fonds ici pour l'estime de soi. Ah, donc, je vais juste arrêter cette vidéo et repartager. Donc, ils ont même lancé un fonds ici pour donc financer justement donc tout genre d'activités auprès particulièrement des jeunes femmes pour rebâtir ou pour bâtir leur estime de soi et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, juste un petit instant. Je vais juste m'assurer que nous ouvrons bien, je partage bien les bonnes choses. Donc, là, je vais mettre en mode présentation. OK, donc ce qu'on a compris ici essentiellement, que suite à une analyse situationnelle, où on a regardé à l'interne de l'entreprise, donc qu'est-ce que l'entreprise faisait, et on a découvert que l'entreprise, donc l'image de marque de l'entreprise avait mal vieilli, donc ça c'est un facteur qui est interne et contrôlable, et on a ensuite regardé à l'externe pour voir quel genre de tendance existe dans le marché, et on a combiné deux éléments pour produire cette communication marketing et toute une série de communications marketing, donc vous pourrez le voir sur YouTube, pour justement satisfaire cet objectif. Alors, c'est vraiment un exemple très marquant donc, donc, la fluidité ici dans l'analyse situationnelle et les actions que l'on prend en fonction de l'information que nous avons colligée. Alors, quels sont ces composants de l'environnement interne? Si je vous demande de faire une liste, comme par exemple dans votre projet de session, est-ce qu'il y a une liste? Bien sûr qu'il y a une liste. Alors, si vous lisez le livre, vous avez toute cette liste ici qui vous identifie essentiellement des facteurs internes. On verra qu'on a un modèle tout précis, là, donc c'est la chaîne de valeur, donc j'y arrive. Donc, quelques exemples de ça. Donc, un composant de l'environnement interne, j'ai fait référence à Auchan, donc votre chaîne de détaillants donc, en Afrique de l'Ouest. Je pense, si je ne me trompe pas, ils sont présents autant au Sénégal que sur la Côte d'Ivoire. Alors, une compétence clé de cette entreprise, par exemple, c'est de choisir des locaux bien situés, stratégiquement situés.
Pourquoi? Parce qu'évidemment, ces mini-magasins proposent, plus que n'importe quoi, une commodité. Alors, c'est pas une entreprise qui va nécessairement offrir un très grand éventail de produits ou certainement pas des produits qui sont les moins chers. Il y a moyen d'acheter moins cher ailleurs. Alors, ils proposent la commodité, donc c'est très important pour eux de choisir des sites stratégiques donc qui offrent justement cette commodité où vous sortez de votre maison, puis pouf, le magasin est là. Alors, c'est une compétence clé pour ce genre d'entreprise. C'est important d'analyser l'offre actuelle de l'entreprise également aussi. Alors, pour voir si l'offre satisfait justement donc la demande dans le marché. Alors, un exemple assez particulier de ça, c'est l'entreprise Hertz, une entreprise globale, mondiale, qui assure la location de voitures. Et Hertz s'était lancé dans une grande opération de remplacer sa flotte de voitures par des voitures électriques. Ils avaient acheté juste de mémoire, je pense une quinzaine de mille, environ 15 000 Tesla, par exemple. Euh, mais ce qu'ils ont découvert, c'est que finalement, disons que ça accrochait pas tellement. Donc, les gens n'étaient pas particulièrement contents. Bon, suite à une analyse situationnelle. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que l'entreprise, bien qu'elle avait lancé cette flotte et que ces voitures étaient présentes dans beaucoup de leurs sites, très souvent, leurs propres employés n'étaient pas au courant de ce fait. Dans un premier temps, donc, déjà, c'est problématique, donc c'est une faiblesse. Et dans beaucoup de cas, ces voitures, donc il n'y avait pas moyen de les recharger. Alors, comme vous le savez, lorsque vous louez une voiture, vous êtes tenu de ramener la voiture à plein de pétrole. Donc, on vous donne une voiture qui est plein de carburant, on vous demande de ramener plein de carburant. Évidemment, dans le cas contraire, on vous facture très cher des pénalités, si ce n'est pas le cas. Dans le cas d'une voiture électrique, c'est la même chose. Le seul problème, c'est que, bon, aux États-Unis, les réseaux de bornes de rechargement sont relativement difficiles à trouver et Hertz eux-mêmes n'avaient pas de bornes pour recharger les voitures. Alors, si vous ramenez la voiture, au moins vous pourrez la recharger chez eux. Ce n'était pas possible. Alors, un autre exemple d'une entreprise où, lorsqu'ils analysaient leur offre, il y avait évidemment des dissonances et des écarts assez importants donc, dans la livraison des bénéfices de ce produit. Les relations avec les intermédiaires peut être une force ou une faiblesse pour une entreprise. L'entreprise Procter Gamble, une très grande entreprise de produits de consommation de beauté, entre autres, de soins corporels, donc de produits ménagers pour la maison et ainsi de suite, a une relation étroite avec Walmart, donc les détaillants Walmart, où Procter Gamble collabore avec Walmart pour s'assurer qu'on ne se retrouve jamais en pénurie de produits sur les étagères. Et le fait que ces deux entreprises sont très bien intégrées, malgré qu'elles soient indépendantes, est une force autant pour Walmart et pour Procter Gamble. Si vous rentrez dans un magasin où il n'y a rien sur les étagères, c'est le cas contraire, c'est une faiblesse et c'est de votre faute si vous êtes le gestionnaire en marketing. Alors, quelques exemples ici de force et de faiblesse. Alors, d'où vient cette liste? Ça va? Alors, où trouver toutes les forces et les faiblesses? Vous avez ça dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur, qui a été aussi créée par M. Porter. Alors, la chaîne de valeur, vous allez voir donc à gauche ici, ça grandit, s'il y a des activités de soutien, infrastructure de l'entreprise. Par exemple, d'avoir de bons avocats dans votre entreprise qui vous permettent, par exemple, de vous conseiller sur le fait que votre innovation devrait être brevetée. Ou encore, ces mêmes avocats vont peut-être vous dire, pendant que vous êtes en train de faire breveter votre produit et de ne pas le commercialiser, quelqu'un d'autre va le commercialiser. Alors, ces genres de conseils, évidemment, sont très importants et peuvent représenter une force pour une entreprise. Tout comme, par exemple, des services de comptabilité, où votre comptable vous mentionne que si jamais vous avez un petit magasin et vous vendez des bananes et vous vendez entre autres des bananes et vous décidez d'offrir un rabais extraordinaire sur les bananes comme un produit d'appel, essentiellement pour inciter les gens à venir parce que les bananes sont vraiment pas chères et en espérant que les gens achètent d'autres produits et que sur le volume de ces autres produits compense pour la gratuité, la quasi-gratuité de vos bananes. Le comptable, en analysant les faits, vous dit finalement, non, il n'y a pas de compensation. Essentiellement, vous êtes juste en train de vous donner vos bananes gratuites. Alors, le fait que votre comptable peut bien vous accompagner dans ce processus est une force pour une entreprise. Et bien entendu, pour les entreprises où vous n'avez pas ce service conseil, ça peut peut-être expliquer pourquoi les entreprises ont une très faible rentabilité, voire elles font faillite. Donc, encore là, c'est quelques exemples. Maintenant, c'est clair
que ces activités de soutien sont très importantes, mais ne touchent pas le marketing directement. Ils le font de façon indirecte, mais pas directement. Ça va? Donc, tout comme le développement de technologies, achat et approvisionnement. Les activités principales sont dans le bas. Donc, logistique interne, la capacité de recevoir des commandes, de traiter ces commandes et de faire en sorte que ces commandes, évidemment, sont passées à l'approvisionnement. Que on ne fait pas commander plus de produits que nos clients ont exigé. On va se trouver en surplus de stock. La capacité de fabriquer des produits qui sont fiables. Par exemple, donc, il y a très peu de bris qui satisfont un certain standard. La logistique externe, la capacité de livrer, lorsque vous dites que la livraison va se faire dans les 48 heures, que le produit soit là vraiment dans 48 heures. Et évidemment, nous ici, en marketing et vente, la capacité, évidemment, de choisir les bons clients à servir, le bon segment. On verra ce que c'est, mais essentiellement, c'est de dire, parmi tous les clients que je pourrais servir, je pense que ces clients-là seront ceux que je pourrais fidéliser donc avec la plus grande chance, avec le plus facilement, par exemple. Parce que bah, il y a une belle croissance parmi ces gens-là et j'ai les forces pour satisfaire leurs exigences. Donc, évidemment, de développer des stratégies évidemment, de fidélisation, de positionnement dans l'esprit de ces consommateurs par une offre commerciale qui satisfait donc ce groupe de gens. Alors, le bon produit au bon prix, vendu au bon endroit et évidemment où l'on communique la valeur de ces trois autres éléments sur des réseaux, des médias que consomment nos clients et qui, évidemment, auxquels ils s'identifient à travers une belle communication marketing. Alors ça, c'est ce que l'on fait. Évidemment, ça, c'est notre dada. Et on pourra dire que, évidemment, le service après-vente, bien qu'on le présente ici de façon distincte, que les marketeurs vont jouer là-dedans, évidemment aussi. Et on verra, lorsqu'on parlera de produits, que très souvent, ce service après-vente peut représenter l'avantage concurrentiel face aux autres joueurs sur le marché. Bref, tous ces éléments-là, une fois analysés, je vais vous donner des exemples dans un instant, contribuent évidemment à créer une certaine rentabilité pour l'entreprise, donc des marges pour l'entreprise, et ultimement de créer de la valeur pour les consommateurs. Et si vous avez bien fait votre travail, vous allez capturer de la valeur en échange, et cette valeur s'appelle donc l'équité de la marque et tout particulièrement la fidélité des clients et en espérant que cette fidélité se traduit par des achats donc répétés. Donc, voilà le modèle. Maintenant, si vous êtes intéressé de confirmer que ceci est vrai, je vous invite de mettre cette vidéo sur pause. Rejoignez Google et rentrez les mots chaîne de valeur ou value chain, donc dépendamment comment vous faites des recherches, et allez dans Google Images tout particulièrement. Alors, rentrez chaîne de valeur ou value chain avec le nom de votre marque préférée. Alors que ce soit Walmart, que ce soit McDonald's, que ce soit Auchan, peu importe, une grande entreprise, pour vous donner une chance, et appuyez sur Enter. Et vous allez remarquer que ce modèle, donc cette forme, revient continuellement. Alors, c'est un modèle que nous utilisons continuellement pour identifier justement les forces et les faiblesses d'une entreprise. Ça va? Alors, quelques exemples justement de ces éléments qui sont internes à l'entreprise et donc contrôlables et que certaines entreprises font très bien et d'autres le font moins bien. Donc, la capacité de développer, par exemple, des produits innovants. Alors, à penser à Apple, à la capacité de satisfaire ses clients, d'atteindre certaines attentes par une marque qui est très forte. Alors, un bon exemple de ça, c'est les hôtels Ritz-Carlton. Alors, une chaîne mondiale, un peu sur le même registre que les hôtels Accor qui ont les hôtels Sofitel. On dira peut-être que c'est même une catégorie au-delà. Alors, les hôtels Ritz-Carlton n'occupent pas une grande part de marché parmi tous les joueurs de l'industrie, mais occupent une très grande part de marché parmi la catégorie ultra luxueuse. Pourquoi? Parce que cette entreprise s'est dotée d'une politique où tous les employés de l'entreprise, tous les employés, peu importe si c'est la vice-présidente ou que ce soit le garçon qui nettoie les chambres donc, donc de leurs invités, a un budget discrétionnaire de 2500 dollars américains, donc en devise américaine, qui leur permet de régler un problème ponctuel, un problème immédiat pour un client.
Alors, lorsque, admettons, Diego, il n'a pas, sa limousine est en retard, il s'en va à l'opéra, il n'est pas particulièrement content, ben, la personne qui nettoie sa chambre peut appeler un service de limousine et évidemment, donc, régler le problème sur le champ sans appeler son supérieur hiérarchique dans l'entreprise. Alors, de conférer à vos employés le pouvoir décisionnel et financier de régler des problèmes immédiatement, c'est une force pour une entreprise. Dans le cas contraire, on se retrouve avec des organisations où des décisions se prennent très lentement, évidemment, et aux grandes dames de vos clients. Alors, ce serait dans ce cas-ci le même élément, mais force pour une entreprise, faiblesse pour une autre. Donc, à vous de déterminer. Ça va? Quelques autres exemples rapidement. Évidemment, une entreprise comme Amazon, sa capacité justement sa logistique d'approvisionnement, sa logistique donc de distribution, tout comme Walmart, est légendaire. Je ne sais pas si un sac Louis Vuitton vaut vraiment 3 000 $ en devise américaine, donc, ou environ 3 000, peut-être 3 000 €, très approximativement. Je sais par contre que c'est un produit qui est fabriqué de façon médiévale. Alors, on utilise le meilleur cuir, donc la fermeture éclair est testée à peu près 500 fois. Alors, la capacité de produire des produits fiables, donc qui sont à la hauteur des attentes des clients, est une force pour une entreprise. Un produit qui brise continuellement, c'est une faiblesse. Et finalement, tout genre, entre autres, donc cette mesure de satisfaction, notoriété, rétention, évidemment, c'est très important. On verra plus tard qu'il est beaucoup plus cher d'attirer des nouveaux clients que de retenir des clients existants, en grande partie parce que ça nous a coûté une fortune de les attirer. On parlera de coût d'acquisition de clients. Donc, toutes les entreprises devraient savoir combien ça leur coûte d'attirer un client. Une fois qu'on a ce client-là, on s'accroche à ce client comme une bouée dans une tempête. On lui montre qu'on l'aime, on ne veut pas le laisser partir parce qu'il faudrait ensuite donc relancer tous les efforts pour attirer un client pour le remplacer. Donc, c'est très prenant, c'est très cher. Donc, une entreprise qui n'a pas un roulement, si vous voulez, de sa clientèle, bien évidemment, c'est une force pour une entreprise. Une entreprise qui a toujours besoin de remplacer sa clientèle, bien évidemment, c'est une faiblesse. Et ce qu'on dira, et on verra ça lorsqu'on parle de produits, dans certaines entreprises, ces forces peuvent venir pas nécessairement donc de la marque ou même de la qualité de produit, mais juste par l'expérience que l'on offre ou ces genres de services périphériques. Alors, donc, les services d'installation, par exemple, de IKEA, le soutien technique, l'expérience, par exemple, donc, de magasinage où on vous aide justement en livrant vos produits, et ainsi de suite, peuvent être une force pour une entreprise. Tout comme l'expérience que l'on a, donc on parlera ici plutôt du produit ou le service dans ce cas-ci, donc de Disneyland Paris, par exemple. Donc l'expérience vécue est une force pour une entreprise, pendant qu'une expérience qui est assez moche, ben, c'est une faiblesse. Alors, encore plein d'exemples ici qui peuvent donner des exemples. Donc, quelques autres pour terminer. H&M, que vous connaissez. H&M, bon, comme on sait, on appelle ça du fast fashion, donc de façon assez de façon commune. Alors, on sait que ce n'est pas nécessairement des produits qui sont de très grande qualité, mais la force de H&M, c'est quoi? C'est de reconnaître des tendances dans le marché et de pouvoir agir rapidement avant ses concurrents. Et donc, d'amener au marché des produits beaucoup plus rapidement. Alors, évidemment, ils ont des concurrents, mais c'est un exemple, justement, tout le concept de fast fashion, de pouvoir continuellement satisfaire des demandes de clients qui ont un besoin de nouveautés continuelles. Alors, une force pour une entreprise. Évidemment, le contraire pour une autre entreprise dont les produits semblent toujours un peu désuets au niveau des styles ou même de façon fonctionnelle. La capacité, évidemment, d'engager des gens performants qui sont capables de livrer de la valeur pour vos clients. Alors, l'entreprise L'Oréal est une entreprise qui est très forte à engager. Elle est très bonne pour engager des employés, de reconnaître le talent et surtout de les maintenir donc en poste, de les maintenir dans l'entreprise en leur offrant des occasions donc
Donc, de prendre encore plus de responsabilités dans l'entreprise. Force pour une entreprise, évidemment, lorsque vous avez un roulement de personnel, ben, clairement, c'est une faiblesse pour une entreprise. N'oubliez pas que vos employés, très souvent, deviennent des ambassadeurs de la marque. Alors, non seulement font-ils un travail pour vous, mais ils parlent de vous. Et lorsque vos propres employés parlent mal de vous, ben, c'est une faiblesse pour une entreprise. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le changer. Je réitère. Hein? Alors, là, on est dans le moment analyse. On n'a pas encore décidé ce qu'on va faire. On fait juste une introspection. Et la dernière façon d'établir des facteurs qui sont internes, qu'elles soient une force ou une faiblesse, c'est ce qu'on appelle en anglais du benchmarking ou en français de l'étalonnage. C'est de regarder un peu les meilleures pratiques dans une industrie. Alors, un exemple de ça que je vous propose, aux États-Unis, vous le savez peut-être, il y a beaucoup d'hôpitaux privés. Donc, ces hôpitaux privés attirent, entre autres, une clientèle qui cherchent à améliorer donc leur image corporelle, donc en faisant des liftings et ainsi de suite. Alors, ces gens-là ont l'habitude, lorsqu'ils voyagent, de voyager dans des hôtels de luxe et d'avoir un certain standard dans cette chambre. Alors, les hôtels, excusez-moi, les hôpitaux où l'on reçoit ces gens-là pour leur petit lifting, donc, et un séjour qui durera peut-être 2, 3 jours, ben, ces hôpitaux, pour se différencier de leurs concurrents hôpitaux, s'inspirent de l'aménagement des chambres d'hôtel de luxe pour réaménager les chambres d'hôpitaux pour être à la hauteur des attentes de leurs clients. Donc, on s'inspire évidemment parfois de nos concurrents pour regarder quelles sont les meilleures pratiques dans une industrie, mais parfois même dans une autre industrie. Alors, on a un exemple d'étalonnage. Je prends un peu d'eau. Parfait. Alors, maintenant qu'on a regardé les facteurs qui sont internes et contrôlables, on regardera les facteurs qui sont externes et incontrôlables. Alors, pour vous donner un peu une idée, pour essayer d'imaginer ici visuellement de quoi je parle, imaginez qu'une entreprise vous engage pour faire une analyse situationnelle. Vous savez à ce moment-là que vous devez faire une analyse de l'environnement interne et une analyse de l'environnement externe et de combiner ces deux éléments-là dans un tableau qui vont proposer aux clients les faits saillants des facteurs internes et externes, donc force-faiblesse, et les facteurs externes et incontrôlables qui sont les opportunités menaces. Alors, pour essayer de visualiser ce que vous faites, imaginez que vous décidez que vous allez prendre un petit hélicoptère. Essayez d'imaginer ça pour un instant. Et vous embarquez dans votre hélicoptère et vous montez juste au-dessus du toit de l'entreprise, du fabricant, de votre client. Vous ne regardez que le fabricant. J'espère que tout le monde me suit. Vous êtes dans un hélicoptère. Là, je vous propose une analogie. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de ça pour les besoins du cours, bien entendu. OK? Donc, imaginez donc, que vous êtes maintenant dans l'hélicoptère, vous survolez l'entreprise, vous ne regardez que l'entreprise. Lorsque vous ne regardez que l'entreprise, on dira que vous faites une analyse interne des facteurs internes, parce que vous regardez juste ce que l'entreprise, elle fait. Mais maintenant, donc, dans cette planche ici, l'hélicoptère monte. Et l'hélicoptère, maintenant, ne regarde pas juste l'entreprise, mais elle regarde les éléments autour de l'entreprise. Alors, nous avons une expression ici au Québec, donc, où l'on dira que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entreprises qui opèrent dans la même industrie vont très souvent être localisées près des uns des autres. Donc, le volet physique, ce n'est pas important, mais j'essaie de vous donner une image ici. Alors, on va créer, par exemple, des pôles technologiques où toutes les entreprises qui opèrent dans une certaine technologie, par exemple l'intelligence artificielle, vont tous être dans un secteur. Ici, nous avons un pôle technologique pour les jeux vidéo. Alors, ils sont tous dans le même secteur géographique. Alors, maintenant, l'hélicoptère, donc maintenant, plane au-dessus de tous ces joueurs-là et regarde ce qu'on appelle le micro-environnement. Alors, le micro-environnement regarde tout ce qui pourrait affecter les joueurs, mais de cette industrie seulement. Le volet physique, le fait qu'ils sont en proximité, est juste un exemple pour les besoins de cette vidéo. En réalité, ils n'ont pas besoin de localiser les uns à côté des autres, mais vous analysez cette industrie. Donc, on dira qu'ici, vous utiliserez le modèle qui s'appelle les 5 Falls de Porter. D'accord? Et une fois qu'on aura terminé avec ça, on verra que l'hélicoptère va monter encore un peu et avoir vraiment une vue globale avec le macro-environnement. Ça va? Alors,
vous voyez ici, ça va s'agrandir, 5 phases de Porter qui analysent quoi? Ben, les fournisseurs, les distributeurs, les clients, les concurrents, les produits substituts, les concurrents actuels. Alors, les 5 phases de Porter vont analyser les facteurs du micro-environnement. Et ces facteurs du micro-environnement sont importants parce qu'ils touchent, ils sont beaucoup moins larges donc que le macro-environnement. Et on dira que les entreprises sont sensibles à ça parce que ce qui se passe dans votre industrie ne se passe pas nécessairement dans une autre industrie. C'est important d'analyser. Je répète que dépendamment de la session, cette section ici, donc les 5 phases de Porter, est parfois inclus et parfois exclu de la matière. Alors, si c'est le cas, ben, vous pouvez sauter. Mais je vais vous dire, c'est vraiment intéressant. Écoutez, parce que dans la vraie vie, ben, on s'en sert. N'en demeure pas moins que, on respecte toujours évidemment le syllabus. Alors, un des éléments que l'on va voir dans un instant, c'est que parmi les 5 phases de Porter, une de ces dimensions, de ces 5 dimensions, c'est justement la concurrence. Alors, la concurrence, elle est distincte pour chaque industrie, bien entendu. Mais on fera une nuance ici dans la concurrence entre ce qu'on appelle une définition basée sur l'offre et une définition basée sur l'offre et la demande, comme vous voyez ici à droite. Alors, une offre basée sur l'offre, donc une définition basée sur l'offre, on pourra dire essentiellement, de façon en utilisant un synonyme, qu'on parlera ici de concurrents directs. Alors, ce sont des gens qui offrent un même produit ou un service, qui vont satisfaire une certaine demande, mais de la même façon. Alors, un exemple de ça, c'est si je veux prendre un vol en Afrique de l'Ouest, ben, je peux prendre avec Air Côte d'Ivoire ou Air Sénégal ou Air Éthiopie, ou Ethiopian Air, si je me souviens bien. Alors, toutes ces entreprises vont me permettre de me rendre à destination en avion. On appellera ça une offre basée sur l'offre. Rien de surprenant ici, je suis sûr que vous comprenez. Mais ce qui est très intéressant ici pour les gestionnaires en marketing et que l'on ne peut pas ignorer, c'est que les gens, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que les gens veulent vraiment prendre un avion pour se rendre de point A à point B ou est-ce qu'il est plutôt question de se rendre de point A à point B? Alors, si la question, c'est de se rendre de point A à point B, c'est-à-dire, c'est quoi le problème des gens? C'est quoi le besoin? Alors, on ne regardera pas nécessairement juste l'offre, on regardera comment cette demande elle est formulée. Et si les gens se disent, ben, moi, en fin de compte, je ne sais pas que je devais prendre un avion, je veux juste me rendre d'une ville à une autre, mais il est possible que ces gens-là vont considérer une alternative qui pourrait être le train ou l'autobus, par exemple. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, l'entreprise ne peut pas ignorer d'analyser ces éléments-là parce qu'il y a ici quelque chose de plus attractif, quelque chose de plus intéressant pour les consommateurs de prendre le train et que les compagnies aériennes devraient peut-être s'inspirer de ce que fait justement l'entreprise ferroviaire pour satisfaire ce besoin. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre dans ce PowerPoint, très important, c'est que si vous limitez uniquement à une définition basée sur l'offre, vous allez peut-être perdre des informations précieuses sur la façon que les gens prennent des décisions et vous allez peut-être plus tard découvrir comme gestionnaire que ben, une bonne partie de vos clients sont partis vers une entreprise que vous ne voyez même pas comme un concurrent. C'est parce que vous regardiez juste des définitions basées sur l'offre. Pendant que vos clients regardez la concurrence comme l'offre, oui, mais aussi leur perspective, donc la demande. D'accord? Donc, et à partir du moment où les gens considèrent un service ou un produit comme un concurrent potentiel au vôtre, c'est un concurrent et vous ne pouvez pas les ignorer. Ça va? Donc, quelles sont, entre autres, les autres 4 menaces possibles qui viennent des forces et donc des forces concurrentielles de Porter? Ben, la menace des nouveaux entrants, le pouvoir des négociations des clients, menace des produits substituts, le pouvoir de négociation des fournisseurs et on a déjà vu la concurrence. Donc, je vous invite à lire certains des éléments ici. Mais ce que l'on voit, et je vais y venir dans le prochain PowerPoint en illustrant certains exemples, alors, c'est un modèle classique des 5 forces concurrentielles de Porter. Avant d'aller plus loin, ce que je vous inviterai à faire, c'est mettez cette vidéo sur pause, allez sur Google, rentrez 5 forces Porter suivies de votre entreprise préférée, comme on a fait tout à l'heure. Alors que ce soit Starbucks, que ce soit McDonald's, que ce soit Walmart, que ce soit Carrefour, que ce soit Auchan, peu importe, Apple, d'accord? Et appuyez sur Enter, mais dans Google Images. Et ce que vous allez voir, c'est un modèle qui ressemble
à ce que vous voyez ici. Et donc, vous verrez que c'est un modèle qui est utilisé de façon très, très commune et donc, on ne parle pas juste d'éléments ici à gober par cœur qu'on n'utilisera pas dans notre vie. C'est une façon de voir le marché qui vous permet d'identifier des menaces. Ça va? Alors maintenant, si vous l'avez vu, vous êtes de retour. Alors voici quelques exemples. Donc moi, je vais vous donner des exemples ici qui touchent plusieurs industries, mais c'est uniquement pour m'assurer que vous comprenez. Dans la réalité, tous les exemples ici devraient provenir d'une même industrie. D'accord? Donc, juste la télécommunication, juste la fabrication de téléphones, ou juste la fabrication de puces, ou juste des jeux vidéo, par exemple, ou juste des fabricants de poubelles. Mais ici, je vous donne des exemples un peu pour illustrer. Donc, la première question qu'on va se demander, à quel point l'industrie, elle est poreuse pour des nouveaux entrants. C'est-à-dire à quel point il est facile de rentrer dans cette industrie. Alors, si je suis dans cette industrie, c'est important pour moi de justifier à mes investisseurs qu'une fois que nous sommes démarqués, que nous avons une certaine clientèle, que oui, on a des concurrents qui sont peut-être déjà établis, mais que des nouveaux concurrents vont avoir de la difficulté à rentrer. Ça, c'est rassurant pour vos investisseurs. Et ce n'est pas toujours le cas. Alors, jusqu'à quel point les gens peuvent-ils rentrer? Alors, en Amérique du Nord, Huawei découvre qu'il est assez difficile pour eux de développer le 5G en Amérique du Nord pour des questions politiques. Donc, je vous fais grâce des raisons. Je vous invite à les regarder sur l'Internet. Mais je peux vous dire que les gouvernements sont assez réfractaires donc, à Huawei, à la présence de Huawei en Amérique du Nord. Pas pour la vente de leur téléphone cellulaire, mais plutôt pour le développement des réseaux 5G. Alors, si vous êtes un joueur actuel sur le marché, bien, vous êtes assez content. Alors, peut-être au Sénégal et en Côte d'Ivoire, peut-être Orange, qui vend des téléphones cellulaires ou des entreprises similaires à Orange, sachant que c'est très difficile de rentrer dans le marché, bien, la menace, elle n'est pas particulièrement grande. L'exemple classique qu'on donnait aux étudiants pendant des années, c'était la fabrication de voitures. Donc, il est très difficile de tout d'un coup, essentiellement, s'improviser un fabricant d'automobiles. Alors, il y en a qui l'ont essayé et se sont cassés le nez. Face à des entreprises comme Audi, Mercedes, Ford, GM, Chrysler et ainsi de suite. Jusqu'au moment où un entrepreneur que vous connaissez bien, Elon Musk, a gâché l'exemple pour tous les professeurs en marketing. Alors, il a montré que oui, il était possible de rentrer dans ce marché. Alors, pouvoir donc des nouveaux entrants. Alors, clairement, plus que la force de votre marque, elle est bonne, plus que ça va être difficile pour eux de rentrer. Plus que votre produit est fiable, plus qu'il est innovant et tout ça, plus que ça va être difficile. Plus que le coût de se lancer dans cette opération est cher, par exemple, pour déloger déjà des joueurs sur place, plus que ce marché, il va y avoir essentiellement, il est moins poreux et donc il y a une barrière à l'entrée. Une expression que vous connaissez bien, j'en suis sûr. Alors ça, c'est les nouveaux entrants. À droite, ce que l'on voit, c'est le pouvoir de négociation des clients. Alors, euh, dans, euh, dans l'industrie, par exemple, donc de quoi on parle ici? On parle très souvent dans une industrie de vente interentreprise, donc où vous vendez à une autre entreprise, que ce soit des produits qui se retrouvent entre les mains des consommateurs ou des produits qui se retrouvent uniquement entre les mains d'une entreprise. La question, c'est jusqu'à quel point vos propres clients ont-ils un pouvoir sur vous? Alors, à partir du moment où il y a beaucoup de concurrents, ou plutôt où vous avez beaucoup de clients différents, je devrais être plus précis, excusez-moi, donc où vous avez beaucoup de clients, ben, vos clients n'ont pas un grand pouvoir sur vous. Mais à partir du moment où vous concentrez vos ventes auprès de juste certains clients, ben, ces clients le savent et vont avoir un pouvoir assez fort sur vous. L'exemple que je peux vous proposer, c'est une entreprise, comme vous voyez sur la photo à gauche, c'est l'entreprise Walmart, donc un détaillant, et Rubbermaid. Rubbermaid vend ce que vous voyez, des grandes poubelles donc construit avec des roues qui sont faciles à déplacer. Walmart vendait pendant des années les poubelles donc de Rubbermaid jusqu'au moment où Rubbermaid a décidé d'augmenter le prix de ces poubelles.
Ils l'ont augmenté parce que le prix de la résine, une composante du plastique nécessaire pour donc la fabrication de ces poubelles, avait augmenté. C'était pas Rubbermaid qui l'avait fait, c'est un facteur de l'environnement qui a fait en sorte que, bon, ils n'avaient pas le choix d'assumer ces coûts-là, Rubbermaid. Mais ils ont demandé à Walmart donc d'accepter une augmentation du prix. Walmart a refusé. Rubbermaid a quand même augmenté le prix des poubelles qu'elle vendait à Walmart et Walmart les a essentiellement punis, si vous voulez, l'expression, en sortant plusieurs des produits de Rubbermaid qui étaient très, très populaires en magasin et qui a eu un effet dévastateur sur l'entreprise Rubbermaid au point où, en combinaison avec ce que Walmart avait décidé de faire, donc les clients, évidemment, de Rubbermaid, vous le voyez, et une gestion un peu laxe de l'entreprise a fait en sorte que Rubbermaid a fait faillite. Alors, vous voyez ici que la menace, elle est réelle. Est-ce qu'il y a moyen de contourner? Évidemment, c'est un peu tôt, on est dans l'analyse, et plus tard, on verra les décisions qu'on pourra prendre. Mais certains d'entre vous ont déjà deviné que la faute est un peu à Rubbermaid. Euh, si vous diversifiez vos clients, ben, vos clients ont moins de pouvoir sur vous. Alors, de l'autre côté, vous avez le pouvoir de négociation des fournisseurs. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est un peu le contraire. Est-ce que vos fournisseurs ont un pouvoir sur vous? Ben, on dira que si vous vendez des ordinateurs et que vous avez besoin des puces pour faire rouler ces ordinateurs ou encore ces voitures ou n'importe quelle composante électronique, ben évidemment, vous vivez au dépens des fabricants de micropuces. Et on a découvert durant la COVID à quel point les entreprises avaient concentré leurs achats sur juste 2 ou 3 entreprises mondiales et subissez les contre-coups d'une faible production de ces puces. Et bien entendu, à ce moment-là, ben, les fournisseurs ont un énorme pouvoir sur vous parce que si vous n'avez pas les puces, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas construire des voitures, vous ne pouvez pas les faire rouler, vous ne pouvez pas vendre des automobiles. Ça va? Alors, le fait que vous avez, qu'il y a très peu de fournisseurs, c'est une menace qui est réelle. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en affaires, mais il est important de prendre compte. Le dernier élément, parce qu'on a déjà parlé de l'intensité de la concurrence, c'est les produits de substitution. Alors, la question ici, c'est à quel point vos consommateurs peuvent substituer votre produit pour un autre. Alors, plus que votre produit est substituable, euh, plus que la menace, elle est réelle. Vous avez investi en recherche et développement, vous avez lancé un produit, et dans la phase de croissance du produit, où tout d'un coup, les gens semblent vraiment intéressés par votre produit, ben, les concurrents rentrent, ils réinventent un peu le produit, ils lancent leur propre produit avec quelque chose, une certaine distinction, puis les gens se disent, ah, ben, je vais me substituer, je vais y aller. Alors, pour bon nombre de produits, il est facile de substituer d'une marque à une autre, d'un produit à un autre. Mais est-ce qu'il y a moyen pour nous de diminuer cette menace? Ben, une façon pour ceux qui sont des gamers, donc des joueurs de jeux vidéo, dans ma gang ici, ben, vous le savez très bien que vous ne pouvez pas mettre un jeu de PS4 ou PS5 en ce moment dans un Xbox. Et vous ne pouvez pas mettre le jeu de Xbox dans un PS4. Et si vous avez acheté chez vous une imprimante HP, admettons, et vous ne pouvez pas mettre de l'encre d'une autre entreprise. Pourquoi? Parce que les entreprises ont conçu un produit qui fait en sorte que la substitution avec un concurrent est quasi impossible pour diminuer la menace. Ça va? Alors, c'est les 5 forces de Porter, un modèle qui est vraiment, vraiment fascinant. Pardon. Et je vous répète, par contre, que dans certains cas, on le délaisse pour les besoins de l'examen et tout ça, mais donc à revoir. OK, le dernier élément, donc le modèle Pestel. Alors là, vous comprendrez que si notre hélicoptère vivotait au-dessus de juste l'entreprise, regarder les forces et faiblesses, et que là, elle allait un peu plus haut, et que maintenant, on regardait l'industrie, on regardait à quel point c'est facile de rentrer dans l'industrie, à quel point les fournisseurs ont un pouvoir sur nous, à quel point nos clients ont un pouvoir sur nous, à quel point nos clients peuvent changer, changer de nous remplacer essentiellement, et à quel point la concurrence est forte. Mais maintenant, on va monter encore plus haut et on va regarder des facteurs macro-environnementaux qui vont vraiment, dans certains cas, affecter tous les joueurs de toutes les industries dans un pays. Ce n'est pas toujours le cas, mais on comprendra que c'est très macro.
Et pour ça, je sais ce que vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'il y a un modèle? Est-ce qu'il y a une liste des facteurs qui peuvent contribuer à ça pour que mon travail de session soit plus facile et pour que aussi, quand je finis mes études, que j'ai une vision particulière, que vous voyez, que vous allez pouvoir voir des éléments que les autres ne voient pas. Alors la réponse, bonne fête, oui, absolument, c'est le modèle Pestel que vous voyez ici. Alors le modèle Pestel, c'est quoi? Donc, le modèle Pestel, comme je vous mentionne ici, donc on va le rendre un peu plus grand, le voici. Donc, on est vraiment au sommet et là, on analyse plein d'éléments. Donc, reprend essentiellement toutes les lettres. Donc, le modèle Pestel va analyser les facteurs politiques, économiques, socioculturels, technologiques, écologiques ou environnementaux, on dira plutôt écologiques, et légaux. D'accord? Alors, et pour chacun de ces éléments-là, permettez-moi de vous donner quelques exemples. Alors, par exemple, vous avez depuis quelque temps maintenant une zone de libre-échange continentale africaine. C'est une décision politique. Alors, de créer essentiellement une zone où les échanges entre les pays de l'Afrique se fait dans un contexte où il n'y a pas de barrière tarifaire. C'est pas un cours de marketing international. Vous comprendrez que lorsque vous vendez votre produit dans un autre pays, lorsque ce produit arrive dans ce pays, bien, évidemment, il y a des fabricants dans cet autre pays qui fabriquent un produit comparable. Ils ne sont pas particulièrement heureux de voir débarquer vos produits de votre pays. Alors, si vous vendez en Côte d'Ivoire, vous débarquez avec des produits au Sénégal, bien, les fabricants au Sénégal ne sont pas très contents. Et c'est le cas un peu partout. C'est pour cette raison que les gouvernements instaurent des barrières tarifaires qui font en sorte que lorsque le produit de la Côte d'Ivoire débarque au Sénégal, bien, tout d'un coup, ils sont plus chers. Pourquoi? Ben, pour décourager les gens du Sénégal d'acheter ce produit et d'acheter plutôt local, locaux, des produits locaux. Mais ça, évidemment, c'est une menace c'est une décision politique, c'est une menace pour les fabricants en Côte d'Ivoire. Ça va, ce qui est tout à fait normal. Évidemment, c'est une opportunité. Pour qui? Ben, pour les fabricants au Sénégal. Mais donc, la zone de libre-échange continentale africaine a été créée pour diminuer ces barrières tarifaires, pour augmenter les échanges entre les pays, et essentiellement, ben, que le meilleur joueur gagne, essentiellement. Donc, oui, je te laisse rentrer dans mon pays, mais je m'attends aussi une réciprocité pour rentrer dans ton pays, puis avoir un développement économique ici basé sur les échanges et où les entreprises euh, tendent plutôt à se spécialiser, deviennent vraiment des concurrents aguerris dans un pays comme dans un autre. Alors, la diminution de ces barrières tarifaires se veut comme une entrée dans ces pays et représente une opportunité pour les entreprises qui sont capables d'en profiter, qui sont capables d'adapter leurs produits aux différences culturelles, par exemple, dans un autre pays, qui sont ouverts évidemment, à cette croissance de leur vente dans d'autres pays. Vous comprendrez que cette décision, clairement, est une menace pour les entreprises qui ne sont pas proactives, qui sont plutôt réactives et qui, au moment où ça se passe, ben, peut-être ces entreprises ne survivront pas. Ça va? Alors, une décision politique, par exemple, parmi tant d'autres, okay, qui peuvent évidemment affecter le succès d'une entreprise. Des facteurs maintenant économiques du modèle Pestel. Alors, tout ce qu'on voit ici, l'inflation, donc l'augmentation du coût de la vie, la récession, taux de chômage, la faible confiance des consommateurs dans l'économie. Alors, tout ça, évidemment, a un impact potentiellement néfaste dans le cas où, évidemment, il y a plus de chômage, il y a donc la récession, il y a une récession présente, où l'inflation est en croissance. Alors, c'est une menace généralement pour toutes les entreprises, pas toutes, il y a quelques exceptions, mais c'est généralement une menace. Évidemment, quand l'inflation diminue, quand le taux de chômage diminue, quand la confiance des consommateurs augmente, ben vous devinez, c'est une opportunité. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que les entreprises peuvent tenir compte de ce facteur économique et peuvent modifier leur offre commerciale pour essayer justement de diminuer l'impact sur leur vente. Alors, on connaît ce concept de la
l'action, excusez-moi, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Donc, ce qu'on vous connaissez peut-être donc en Afrique de l'Ouest, le concept auquel nous sommes confrontés ici, donc en Amérique du Nord, où essentiellement les entreprises vendent au même prix un produit, mais vous en donnent moins pour ce même prix. Alors, quel est ici l'avantage pour l'entreprise? Ben, l'entreprise prend compte de la récession, prend compte, ou peut-être de facteurs économiques comme le taux d'inflation. Ils disent, ben, j'augmente pas mon prix, ça c'est déjà bien vu, mais je réduis la quantité qui est fournie. Dans d'autres cas, l'entreprise pourrait choisir de vendre un produit similaire, peut-être moins complexe technologique, donc elle peut vendre moins cher, en espérant que bon, ce produit, qui est un peu peut-être euh, un peu moins intriguant, mais il est moins cher aussi, permet à l'entreprise de traverser cette période d'incertitude économique. Ça va? Alors, on prend en compte des facteurs économiques et on se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, lorsque vous avez un pouvoir d'achat qui est en croissance, c'est généralement une opportunité. Dans le cas contraire, c'est une menace. Petite nuance ici, certaines entreprises sont ici contre-cycliques. Alors, quand les choses vont vraiment mal, ces entreprises vont bien. Alors, des entreprises, par exemple, qui vendent, ici en Amérique du Nord, nous avons des magasins à 1 dollar où tout se vend à 1 dollar. Vous avez certainement des détaillants comme ça qui vendent vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Alors, bien que ces entreprises vont relativement bien en tout temps, elles connaissent vraiment un bon succès lorsque les choses vont mal. Et vous le savez parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ces magasins qui normalement ne seraient jamais pointés. Mais dans un contexte économique difficile, ils y vont. Alors, premièrement, alors là, je vous présente évidemment ce que l'on fait avec cette information, et je sais qu'on n'est pas supposé encore le faire, mais je voulais juste vous montrer à quel point cette information était utile pour prendre des décisions pour contrecarrer justement ces menaces. L'autre facteur, alors, le troisième, un facteur social, sociodémographique. Alors, parmi tous les facteurs sociodémographiques, alors, vous avez évidemment la religion. Alors, je ne peux pas éviter, je ne peux pas ignorer la volonté des gens. Alors, dans certains cas, dans certains pays, il n'y a pas d'activité commerciale certaines journées. Dans d'autres cas, les consommateurs ne vont pas manger certains types de produits. Dans certains cas, on n'a pas le droit de dire certaines choses dans certains pays au niveau de la communication marketing. Donc, ce sont tous des facteurs, incluant la valeur de la société, les revenus, qui peuvent être des facteurs donc sociétal, celui-là peut-être touche un peu économique. Un facteur, entre autres, c'est le taux de natalité. Alors, bien entendu, si vous vendez, comme on avait fait dans le dernier cours, des couches pour bébés, si vous vendez des couches pour bébés, bien entendu, vous voulez étudier le taux de natalité. Le taux de natalité, c'est un facteur social. Plus qu'on fait de bébés, plus que c'est une opportunité. Moins qu'il y a de bébés qui se fait dans un pays, plus que c'est une menace. Ce n'est pas vous qui contrôlez ce facteur-là. Vous subissez des contre-coups ou vous en bénéficiez. Alors, ce que vous voyez ici à gauche, pour vous donner une perspective, c'est que la population du Canada est en train de vieillir très rapidement. Alors, nous avons ici un taux de natalité d'environ 1,7 par femme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que puisque ça prend 2,1 bébés pour remplacer un individu, parce que vous comprendrez que certaines personnes donc n'ont pas d'enfants, ben, on est en bas du seuil minimum pour se remplacer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la seule raison pour laquelle on a une croissance quand même relativement importante au Canada de notre population, c'est parce qu'il y a des gens qui rentrent. Parce que si c'était des gens du Canada, ben, ce ne serait pas le cas. Et c'est exactement la même chose qui se passe en Chine. En Chine, ironiquement, c'était une décision politique et qui affecte les facteurs sociétaux où les Chinois ont voulu restreindre donc, la croissance de leur population en limitant les familles à un enfant seulement. Et donc, on voit qu'en ayant juste un enfant, ben, la population a vieilli très, très rapidement. C'est le contraire en Inde. Et donc, vous pouvez voir en Inde, ce que vous voyez ici, c'est euh, dans les trois graphiques, regardez à gauche et à droite. Donc, à gauche, vous avez les hommes, à droite, vous avez les femmes. Et plus que la distribution, elle est large, alors plus que la pondération de ce groupe de personnes dans ce groupe d'âge est importante donc dans la société, donc dans ce pays. Mais ce que vous voyez, donc, ça devient de plus en plus large la Chine vers 2040, 2050,
Mais en Inde, ça continue à être quand même relativement jeune. Ça gonfle, gonfle, gonfle. Regardez en Inde, en 2025, quand même la majorité ont peut-être 35, 40 ans. Alors, on voit qu'il y a un vieillissement, mais beaucoup moins, donc beaucoup plus faible que dans les autres pays. Est-ce que c'est une opportunité, une menace? Ben, si vous vendez des couches pour bébés, c'est évidemment, c'est une menace dans le cas de la Chine et du Canada. Maintenant, est-ce que vous pouvez prendre une décision pour peut-être modifier votre produit? Ben, je ne sais pas comment vous dire ça délicatement, mais on commence tous nos vies en couches et généralement, on termine notre vie en couches. Alors, si je vois ces chiffres-là et que je suis fabricant de couches pour bébés, peut-être qu'au Canada puis en Chine, je vendrai des couches pour adultes. Alors, je ne veux pas être un peu indélicat, mais c'est une décision qui se fait en fonction des informations ici. Ça va? OK? Donc, quelques autres informations ici. Donc, un PowerPoint ici qui est très intéressant parce que ça vous montre un peu la migration de la population et tout particulièrement, donc, la densité de la population, à quel point les gens se concentrent dans les grandes villes. Et ce que vous voyez ici, vous voyez à gauche que les années changent. Donc, on commence, je pense, c'était en 2020, si je me souviens bien. Non, 2010. Alors, voilà, regardez, 2010. Grandes villes en Amérique du Nord, 2025, il y en a déjà moins. 2050, il en reste plus que 4. 2075, Mexique et New York City sont les seuls. Et en 2100, les méga cities, les grandes villes, sont plutôt en Afrique, en Asie, tout particulièrement. Donc, c'est un facteur sociétal, la migration de la population. Et si vous êtes une entreprise qui recherche justement une très grande densité de population, par exemple comme l'entreprise Starbucks, ben, vous ne pouvez pas ignorer la façon que ces chiffres changent. Ça va? Un autre facteur sociétal, donc l'ouverture, par exemple, aux communications à distance, la façon qu'on échange avec les gens. Euh, donc, pour les Américains, évidemment, ces échanges se font de façon un peu plus cartésienne, mais dans d'autres circonstances, les gens, si vous voulez faire affaire avec eux, ben, vous devez vous asseoir et prendre du thé avec eux. Vous devez connaître leur famille. Alors, ce sont des facteurs sociétaux et culturels que l'on ne peut pas ignorer. Une méconnaissance de ça peut être une réelle menace pour une entreprise. Et d'ailleurs, la plupart des entreprises qui commercialisent leurs produits à l'étranger, les erreurs qu'elles font, c'est d'ignorer justement ces facteurs socioculturels. Alors, je me suis permis ici de vous donner de citer, par exemple, ici, l'importance des changements climatiques, par exemple, pour la population au Sénégal. Et donc, ce qu'on voit, c'est que on voit que quand même une proportion très importante des consommateurs au Sénégal sont déjà conscients des changements climatiques, que ça les inquiète et qu'ils s'attendent à avoir des changements. Pour les entreprises, évidemment, qui contribuent à ce changement climatique, évidemment, d'ignorer la volonté et justement des attitudes des consommateurs, ils courent évidemment à leur péril. Les facteurs sociétaux, donc, à ne pas éviter. Un facteur technologique. Alors, les facteurs technologiques peuvent être une opportunité, une menace, dépendant de qui vous êtes. Et les facteurs, donc, par exemple, l'évolution, par exemple, donc sur la Côte d'Ivoire, donc du 4G et bientôt le 5G. Donc, la vitesse de transmission des données est une opportunité absolument incroyable pour les entreprises qui vendent donc des logiciels de communication à distance, comme Teams, comme par exemple Zoom, comme cette vidéo ici. Grande opportunité. Et donc, ils surveillent justement l'évolution de ces technologies pour pouvoir éventuellement en profiter. Ça demeure, c'est un facteur externe et incontrôlable parce que ce n'est pas eux qui développent ces réseaux, mais ils vont éventuellement en profiter. Donc, ils gardent évidemment donc tout ça à l'œil. Ça va? Des facteurs écologiques, donc notre quatrième élément. Donc, l'impact justement de ces facteurs écologiques. Alors, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que, par exemple, la COVID. Alors, vous avez vu, évidemment, on a tous vécu la même chose. Donc, la planète s'est fermée pendant presque quelques années dû donc, à ce facteur. Et donc, cette pandémie a eu une menace absolument incroyable sur toutes les industries. Toutes les industries? Ben, je ne sais pas. Si vous vendiez des masques,
je vous dis, on va dire que peut-être c'était une opportunité pour vous. Et je ne veux pas sembler cynique, et je sais pertinemment que beaucoup d'entre vous ont souffert par la COVID, les familles ont souffert, donc je n'essaie pas de prendre ça à la légère. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que la première chose, c'est de dire quel facteur écologique, de quoi on parle, et après ça, de le mettre dans la bonne colonne, dépendant de l'industrie dans laquelle vous êtes. Alors, une opportunité pour certains et une menace pour d'autres. À gauche, ce que vous voyez, c'est ce qu'on prévoit être donc la topographie donc, de la Floride d'ici environ 100 ans. Alors, si l'on ne change rien, avec la crue des eaux, éventuellement, donc une bonne partie donc, du sud de la Floride risque de disparaître. Menace? Absolument, si vous êtes dans le sud. Si vous êtes plus au centre, ben, ce serait peut-être le temps d'acheter une maison là, près du lac à côté de Disney World, là, vous allez voir, parce que ça va être bientôt sur le bord de l'eau. Alors, ça va prendre beaucoup de valeur. Encore là, je ne prends pas à la légère, je veux juste démontrer que ce qui est une opportunité pour un est une menace pour l'autre. Donc, voilà. Ça va? Évidemment, donc, nous avons les lois et les réglementations de cadre légal qui vont venir donc encadrer, évidemment, la façon dont vous pouvez vendre votre produit. Donc, plus qu'il y a de règles, des plus d'embûches, donc de commercialiser votre offre de produits et de services à vos clients, plus qu'on considérera que c'est une menace. Alors, je ne débat pas, il n'y a pas de débat ici si c'est légitime ou pas, c'est juste on doit prendre acte de ces éléments-là. Ça va? Alors, une des grandes menaces, évidemment, pour la plupart des entreprises, tout particulièrement les entreprises technologiques, c'est le manque de contrôle sur la protection de la propriété intellectuelle. Alors, si vous regardez donc, dans ce PowerPoint, vous allez voir que, et si vous allez vous référer donc, à l'entreprise ici qui est affichée, vous allez voir que dans certains pays, on semble prendre ça un petit peu à la légère. Ça, c'est clairement une menace pour ces entreprises, pour les entreprises qui exportent des produits dans ces pays-là et qui voient que le produit est après ça, il est copié par des entreprises locales et commercialisé. OK? Donc, une menace pour une entreprise. Opportunité pour une autre où il n'y a pas de cadre légal, bien que c'est de plus en plus rare avec l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations qui tendent à encadrer tout ça. OK, pour finir notre chapitre ici sur l'analyse situationnelle, ben, la question après ça, c'est, ben, très bien, j'ai beaucoup de données à aller chercher, mais je vais les chercher où? Alors, vous avez ce qu'on appelle le système d'information marketing qui cherche à collecter et analyser cette information pour nous permettre de prendre de meilleures décisions, des décisions qui sont pertinentes pour l'entreprise. Ça va limiter le risque de prendre des mauvaises décisions. Donc, ces informations, ce que l'on cherche, c'est qu'elles soient fiables et valides et elles vont ensuite tremper dans ce qu'on appelle des données secondaires internes, des données secondaires externes, on appelle ça l'intelligence marketing, j'y viens dans ma prochaine planche, et ultimement, si je n'ai pas assez d'informations dans les données secondaires internes ou externes, l'intelligence marketing, ben, je vais devoir aller faire la recherche moi-même et on appelle ça la recherche marketing. Alors, des données secondaires, c'est quoi? Ben, c'est des données, qu'elles soient de nature quantitative, des chiffres, ou qualitatives, des opinions, par exemple, qui ont été publiées quelque part. Ça va? Alors, ça peut être le produit d'une recherche approfondie de l'entreprise, donc dans des rapports de l'entreprise qu'elle maintient. Ça peut être des données scanner. Alors, chaque fois que je passe le produit donc à l'épicerie, bip, 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 parce que ces informations sont emmagasinées, deviennent des données secondaires qui me donnent qui m'affichent essentiellement les ventes que j'ai faites cette journée-là, qu'est-ce que j'ai vendu de plus, de moins, et ainsi de suite. Donc, une donnée historique, des données secondaires. Ça peut être un article de journal, ça peut être un blog, ça peut être un podcast, ça peut être... Donc, toutes ces informations-là, ça peut être des statistiques gouvernementales. Donc, ça peut être contenu dans des bases de données, par exemple, donc de l'entreprise. Donc, dans le cas où ces informations-là sont dans les bases de données de l'entreprise, des données secondaires, on dira que c'est des données secondaires. Ça va? Alors, on parle ici, je répète, d'un article de journal auquel vous avez contribué, mais on présente essentiellement, je fais une nuance ici, là, je vais peut-être revenir, je vais peut-être me reprendre un petit peu, c'est vraiment des données qui sont internes à l'entreprise. Ça va? Un article de journal à l'externe ne serait pas une donnée secondaire interne, elle serait une donnée secondaire externe. Des informations sur Google ne seront pas internes, elles seront externes. Donc, on regardera vraiment donc des bases de données de l'entreprise.
Dans le cas des informations externes, donc je me reprends un petit peu, ici, on appelle ça l'intelligence marketing. Alors là, ce sera des bases de données qui sont à l'externe de l'entreprise. Alors, il y a des entreprises qui colligent des informations, une entreprise globale qui s'appelle Nielsen, entre autres, et qui collige beaucoup d'informations suite à une analyse du marché et vient colliger toute cette information, cadrer cette information dans un rapport qu'ils vendent à des entreprises. Ben, ces rapports qui sont externes à l'entreprise peuvent être rachetés dans certains cas et dans d'autres cas peuvent être accessibles gratuitement. Lorsque vous serez à HEC Montréal, vous aurez accès à nos bases de données et à travers ces bases de données, vous avez accès à ces rapports. Donc, ces données secondaires externes, on va tremper dans ces données secondaires externes si on n'a pas suffisamment d'informations à l'interne pour prendre des décisions. Ça va? Et dans le troisième cas, ben, si je n'ai pas assez d'informations dans les données secondaires, qu'elles soient internes ou externes, donc l'intelligence marketing, je n'aurai pas le choix que de faire de la recherche marketing. Et la recherche marketing, c'est d'aller chercher des données, ce qu'on appelle primaires. Alors, ce ne sont pas des données secondaires, c'est des données primaires, très important de faire cette nuance. Et là, je vais aller chercher les informations pour la première fois. Pourquoi? Parce que les informations contenues dans mes bases de données, donc les données secondaires internes, ou contenues dans toute la panoplie de sources externes à l'entreprise, n'est pas suffisante pour prendre une décision pertinente, fiable et valide, et donc je dois aller faire la recherche moi-même. Je peux confier la recherche à une entreprise de recherche marketing, je peux la faire moi-même, ça dépend de l'étendue du problème, de vos budgets, ainsi de suite. Ça va? Donc, cette recherche marketing, évidemment, on ne la fera pas si ce n'est pas nécessaire. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on va suivre un peu ce parcours où la première question qu'on va se dire, on va se poser une question managériale. Et la question, c'est, j'ai un problème et je me demande pourquoi j'ai ce problème. Alors, on a vu là, avec l'exemple de Dove tout à l'heure que j'ai une marque qui est vieillissante. Pourquoi elle est vieillissante? Alors, la première chose que je vais faire, je vais aller dans les sources internes. Est-ce que nous avons déjà publié un rapport là-dessus et que c'est dans le bureau de quelqu'un, dans un tiroir, ou est-ce que c'est dans une base de données à l'interne? Donc, je vais regarder ces sources internes et dans le cas où j'ai assez d'informations, parfait, j'arrête là et je prends ma décision. Si elle est pertinente et fiable et évidemment valide. Dans le cas contraire, je n'ai pas le choix que d'aller vers des données secondaires externes. Et là, dans le cas de Dove, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont allés faire une recherche à l'externe de l'entreprise pour dire qu'est-ce qui se passe dans le marché. Ça va? Alors, ils sont allés, ils ont découvert par des statistiques, ils ont trouvé qu'il y avait certaines tendances dans le marché. Ça, c'est des données secondaires qui étaient publiées par d'autres organisations et que l'entreprise, dont elle a pris compte. L'entreprise est probablement allée encore plus loin, bien que je ne sais pas si c'est le cas, pour faire des données, pour aller chercher des recherches primaires, parce que peut-être ils trouvaient que malgré les informations contenues dans leur base de données et malgré l'information qu'ils ont été capables de colliger à l'extérieur, que peut-être pour leurs produits spécifiques, ils avaient besoin de vraiment répondre à leurs produits. Et pour ça, ils sont peut-être allés demander aux gens spécifiquement qu'est-ce qu'ils pensaient du produit Dove. Ça, c'est des données primaires, c'est de la recherche primaire. Ça va? Donc, de la recherche commerciale. Et tout ça, éventuellement, mène à des informations utiles, fiables et, espérons, valides pour pouvoir prendre ces décisions. Alors, vous pouvez réviser ici cette arborescence. Alors, ce que vous voyez, c'est à droite, premièrement, toujours à droite en premier, des données secondaires. On voit qu'il y a des données secondaires internes, donc internes à l'entreprise, et vous voyez quelques exemples, des rapports de recherche, rapports de département, vente, comptabilité, finance, marketing, logistique, toutes les différentes fonctions d'entreprise qui ont contribué à produire ces rapports-là. Dans le cas contraire, pas dans le cas contraire, une suite logique serait ensuite d'aller vers des données secondaires externes si c'est nécessaire. Et ces données-là peuvent être gratuites dans certains cas. Alors, vous allez sur Google, l'information est gratuite, mais parfois elles peuvent être payantes. Donc, dans certains cas, ces informations sont payantes parce qu'elles sont privées. Ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas accès, mais il faut payer. Et dans d'autres cas, elles sont publiques. Donc, la Chambre de commerce, donc des organisations gouvernementales ou paragouvernementales vont produire des statistiques. Alors ça, ce serait des données publiques. Si, à travers tout ça, vous n'avez pas assez d'informations pour vous rassurer sur la décision que vous devriez prendre, vous n'aurez pas le choix que de faire de la recherche primaire. Et c'est à ce moment-là que vous devez aller collecter cette information pour la première fois. Et pour ce faire, vous avez trois méthodes pour aborder, qu'on verra dans notre dernier PowerPoint. Mais
ultimement, ce qui est très important de considérer, c'est que ce soit des données primaires ou secondaires, c'est qui a collecté les données, est-ce que la personne elle est rigoureuse, dans quel but ces données ont été collectées. Il est entièrement possible qu'une recherche a été faite pour satisfaire un problème marketing, mais qui n'est pas tout à fait applicable au vôtre, même si l'information semble à premier abord utile. Ça va? Euh, donc, qui a fourni les informations? Ça va? Donc, quelle a été la source de l'information? Donc, par exemple, dans votre projet de session, un rapport, est-ce qu'il est approprié de vous référer à un blog? Alors, ça dépend. Il y a certains blogueurs, certains influenceurs sont très rigoureux, sont très bien considérés, ont une grande crédibilité. Dans d'autres cas, non. Alors, très important de regarder quelle personne a fourni ces informations et quelle a été la source de cette donnée. Ça va? Comment cette information a été collectée? Jusqu'à quel point il y a une rigueur dans la collecte? Est-ce que vous avez arrêté des gens dans un centre d'achat et vous leur avez demandé leur opinion? Euh, Ça va? Donc, de façon très limitée, juste pour vous faire une idée, ou est-ce que ça a été vraiment le fruit d'un travail statistiquement fiable et valide où vous avez tiré un échantillon représentatif de la population et que tout d'un coup, on pourrait prendre cette information puis dire que parce que les gens dans l'échantillon ont dit, on se sont exprimés d'une certaine façon, que c'est valide pour la population générale du pays. Ce sont, par exemple, ces genres de données vont être utilisées pour prévoir qui va être le prochain présidente d'un pays ou le premier ministre, et ainsi de suite. Ça va? Donc, des recherches beaucoup plus rigoureuses qui peuvent être reproduites à grande échelle. Et évidemment, est-ce que ces données coïncident avec d'autres données? Alors, on parlera ici de triangulation. Pensez, par exemple, que si vous vous fiez juste à une donnée, il y a un risque ici que peut-être les autres éléments que je viens de mentionner vont venir biaiser cette information. Ce qui serait intéressant, c'est s'il y avait d'autres sources qui disaient la même chose. Alors, c'est comme quelqu'un qui est traduit devant le tribunal et que le juge demande, par exemple, ou l'avocat demande de la couronne, demande au détective de dire pourquoi le client ou la cliente elle est coupable. Et le détective dit, ben oui, définitivement. Donc, nous avons un témoin qui a dit telle chose. Mais le juge intervient et dit, oui, mais est-ce que c'est la seule preuve que vous avez? Il dit, non, en fin de compte, nous avons aussi une caméra d'un magasin en face qui a filmé l'acte. Ah, OK. Est-ce que vous avez d'autres choses? Oui, en effet, on a vu le voisin. Le voisin nous a aussi témoigné que lorsque Madame est rentrée dans le magasin, elle avait la boîte dont elle s'est fait accuser de voler. Donc, bref, tout ça pour dire que vous avez plusieurs sources pour venir valider, évidemment, les données et donc d'en tirer une meilleure conclusion. Ça va? Et donc, pour terminer donc, ce chapitre, la question ici, dans cette recherche marketing, donc, je vous rappelle que nous sommes rendus à cette phase-là parce que les données internes, donc les données secondaires internes et les données secondaires externes, ou ce qu'on appelle l'intelligence marketing, ne sont pas suffisantes pour prendre des bonnes décisions. Je vais aller faire cette recherche. Alors, il y a une certaine progression ici dans cette recherche. Et on dira que dans un premier temps, on va faire de la recherche exploratoire. La recherche exploratoire, c'est quoi? Ben, c'est d'essayer d'avoir une idée des dimensions qui sont importantes pour les clients. Je ne comprends pas ce que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Comment aller essayer de décrire quelque chose que vous ne comprenez pas? Alors, je vous rappelle que tout ça émane d'un problème de gestion marketing qui découle d'un problème d'entreprise. Alors, l'entreprise a moins de ventes. Les gens en gestion marketing pensent que c'est quelque chose qui est relatif, qui touche un peu, ils pensent que c'est quelque chose qui touche leurs produits ou le prix, ils ne sont pas très, très sûrs. Alors, ils décident de faire de la recherche exploratoire et une des approches de la recherche exploratoire, c'est d'observer les consommateurs. Alors, j'observe des consommateurs dans un supermarché et dans un hypermarché, chez Auchan par exemple, ou chez Carrefour, et ce que je remarque, c'est qu'ils passent devant donc, mon étalage, mais ne ramassent jamais mon produit. Ou ils le ramassent, mon produit, ils regardent l'emballage et le remettent. OK? Donc, peut-être ce que je pourrais faire ici, c'est de tirer une conclusion ou de faire une hypothèse que peut-être mon emballage n'est pas clair parce que continuellement, les gens ramassent l'emballage et le remettent. Alors, je fais une inférence ici à partir de cette recherche
exploratoire. Je n'ai pas biaisé en déterminant que c'était ça le problème. J'observe et je tire une inférence. Donc, je fais de la recherche exploratoire. Si je pense que c'est le cas, ben, j'irai en recherche descriptive. Alors là, je vais essayer de décrire le problème et très souvent, on va quantifier, comme je mentionne ici, cette réalité. Alors, je demanderai aux gens peut-être, est-ce que l'emballage d'un produit est important pour vous sur une échelle de 1 à 10? Et les gens vont dire, bien sûr, parce que à partir de l'emballage, je fais une inférence du contenu à partir du contenant. Hein? Donc, je fais une détermination. Alors, pour moi, c'est définitivement 8 ou 9 sur 10. Parfait. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de notre emballage sur une échelle de 1 à 10? Et qu'est-ce que je découvre? C'est que les gens disent que c'est moche en encerclant 3. Uh-oh! Ça va? Alors là, je viens de décrire ce que j'inférais dans la recherche exploratoire. Et une recherche causale, c'est de chercher une relation entre des variables. Alors, vous devinerez ici que je vais utiliser la recherche causale pour peut-être porter une solution au problème. Donc, quelle serait une stratégie ici causale, une méthode causale pour essayer de prouver que c'est vraiment un problème d'emballage? Vous le devinez, changez l'emballage, donc agissez sur cette variable, agissez sur cette variable cette variable et regardez si la variable sur laquelle c'est-à-dire la variable dépendante, s'il y a un changement. Alors là, tout d'un coup, j'ai changé dans mon emballage, mon présentoir, c'est le même présentoir, les gens passent, peut-être une semaine ou 2 semaines plus tard, ils ramassent, et tout d'un coup, ils ramassent, et de plus en plus de gens le mettent dans leur panier. Maintenant, il faudra dire que faudra contrôler pour tous les autres éléments, puis on dira toutes choses étant égales par ailleurs, mais clairement, il semble avoir un effet causal. Un autre exemple de tout ça ici, c'est par exemple la fonction que les étudiants évaluent un cours universitaire. Alors, vous aurez ici évalué donc votre expérience synchrone, asynchrone et moi en personne. Donc, si une université veut évaluer donc, qu'est-ce que les gens pensent du cours, ben, ils vont devoir aller en recherche exploratoire avant. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Ils comprennent. Ils ne savent pas quelles sont les dimensions qui sont potentiellement importantes. Alors, j'ouvre une conversation et comme dans l'exemple tout à l'heure, je suis vraiment dans un volet plutôt qualitatif. Alors, je ne veux pas assigner des chiffres, je ne sais même pas ce que je compte. Alors, je vais peut-être demander aux gens, avec une conversation ouverte, parlez-moi un peu de vos expériences passées, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu. Et à travers tout ça, je vais commencer à me faire une idée de ce qui est important pour un étudiant dans un cours de marketing, par exemple, en 2024. Tout ça, évidemment, pour parfaire mon offre ou peut-être même pour m'assurer de ralentir ou de diminuer le taux d'abandon de mes cours. Oh, il y a un problème, je ne sais pas pourquoi. Fait que je vais aller en recherche exploratoire pour essayer de comprendre. Après ça, je vais quantifier. C'est ce que vous aurez à faire donc dans le cours ici. C'est qu'on demande aux étudiants de faire, donc, de remplir un sondage, donc, de mesurer sur une échelle Likert. Donc, si je me souviens bien, c'est 1 sur 7 ou 1 sur 10, en tout cas, c'est pas important. Toute une série donc, de facteurs qui ont contribué à votre satisfaction ou votre insatisfaction. Mais le fruit des éléments dans ce sondage, qui se veut quantitatif, sont basés sur des éléments que j'ai découverts dans cette recherche exploratoire, plutôt qualitative. Ça va? Et finalement, je vais aller en recherche causale. Alors peut-être je vais découvrir que la raison pour laquelle les étudiants n'étaient pas particulièrement satisfaits du cours, c'est que finalement, ben, ils n'aiment pas prendre des cours, je ne sais pas moi, asynchrones. Ils préfèrent que tous les cours soient synchrones. C'est ce qui semble se dégager de la recherche descriptive. Alors, la session prochaine, j'élimine les cours asynchrones. Je demande au professeur de soit être présent ou d'offrir juste des cours synchrones et je vois le taux de satisfaction qui augmente, je vois le taux de diminution des cours, dont le taux d'abandon qui diminue, et donc j'infère et je peux soutenir un effet causal. J'ai manipulé une donnée et ça a eu un impact sur un autre. Donc, il y a tout d'un coup un exemple causal. Un autre exemple de recherche causale, c'est que je peux peut-être, à travers ma recherche exploratoire et descriptive, penser que les clients pensent que mon produit est trop cher. Ça va? Je commercialise un produit qui est trop cher. Une recherche causale, vous le devinez, diminuer le prix et regarder si les ventes augmentent. C'est ce qu'on appelle l'élasticité du prix. Et dans la quasi-totalité des exemples, si je vois qu'en diminuant le prix, les ventes ont augmenté, ben je viens de prouver la relation causale et je viens d'illustrer
et d'identifier le problème marketing sur lequel maintenant j'aurai à travailler. Alors voilà les amis, c'est notre chapitre sur l'analyse de l'environnement, un chapitre qui est vraiment très, très complet. Alors vous aurez maintenant, vous avez tous les outils pour préparer votre projet de session. Veuillez retourner regarder la vidéo qui a été conçue spécifiquement donc, pour ce projet de session parce que je vais vraiment dans les détails de ce que je m'attends à voir dans ce rapport. Mais la matière théorique, ben, vous l'avez ici pour bien saisir, bien aller de l'avant puis bien réussir votre projet. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt, pour le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et à bien sûr à la prochaine. Au revoir.